Alors, je m'appelle Dominique Hess, je suis donc président d'un réseau national qui s'appelle le réseau Cocagne. Et donc, je dirige une de ces entités. Nous sommes 100 jardins, un peu plus de 100 jardins. Je dirige une des entités donc dans les Hauts-de-France qui s'appelle l'Écopole alimentaire, animée par une structure qui s'appelle les Anges Gardiens. C'est quoi la vocation des jardins de Cocagne? La vocation historique des jardins de Cocagne, c'est de passer un deal avec des adhérents consommateurs qu'on a appelés depuis les années 90 consommateurs. Le deal est le suivant, vous avez besoin de légumes, ils ont besoin de travail, cultivons la solidarité. En gros, de quoi s'agit-il? Il s'agit de mettre au travail des gens qui sont éloignés de l'emploi, au service d'une activité au sein de laquelle ils se sentent utiles et trouvent des forces pour faire face à l'adversité économique qu'ils traversent et les difficultés qu'ils ont pu accumuler au cours de leur parcours face aux enjeux de trouver à l'enjeu de trouver du travail. Donc concrètement, nous mettons en place des unités de production maraîchère qui vont nourrir en fait des abonnés consommateurs en règle générale, c'est sur une surface moyenne de 4 hectares environ. Ce sont des outils quand même très professionnalisés qui, avec des gens dont on dit qu'ils n'ont pas d'avenir, travaillent en fait à une filière à l'époque qui était d'avenir, qui l'est toujours d'ailleurs, qui est l'agriculture biologique. Et donc dans cette symbolique, on a trouvé que c'était intéressant de pouvoir y associer des gens peu ou pas qualifiés et souvent dénués de perspective. Et donc, cela fait un peu plus de 30 ans que le premier jardin de Cocagne est né, donc avant les AMAP et le système de diffusion, qui est très souvent connu par les AMAP, qui avait été initié à l'époque par le réseau Cocagne, qui a toujours eu de très bonnes relations avec les AMAP d'ailleurs, c'est de diffuser des paniers hebdomadaires à ses abonnés solidaires. Alors, de fil en aiguille, ce qui s'est passé, c'est que bien évidemment, en cultivant des légumes, en nourrissant des gens, on s'est aperçu que l'enjeu lui-même alimentaire était un enjeu extrêmement important, qu'il était facteur d'injustice sociale. Et donc, à partir de ce constat, on a commencé à lancer une première initiative qui s'est appelée les paniers solidaires. En grosso modo, les gens avec peu de revenus allocataires des minima sociaux peuvent avoir accès à la même offre de panier avec en fait une modération du coût rendue possible par la participation de l'État, le ministère de la Cohésion sociale, et également par je sais pas, un CCAS dans le coin, en tout cas une structure territoriale qui a la vocation de venir en aide aux gens les plus vulnérables. Et grâce à cette péréquation, on peut avoir accès, malgré la faiblesse de ses moyens, à une offre de légumes intéressante, réputée pour sa qualité nutritionnelle, donc qui répond à des enjeux de santé dont on sait que ils affectent très souvent les gens qui sont victimes de la malbouffe. Hmm. Et donc, de fil en aiguille, petit à petit, certains jardins sont devenus en fait des coordinateurs territoriaux de toutes les parties prenantes d'un avenir alimentaire souhaité. Et c'est comme ça que sont nées les idées, par exemple, en Haute-France, d'écopoles alimentaires, c'est-à-dire de lieux où on va structurer les filières bio, locales et solidaires, en même temps qu'on va permettre l'accès à un maximum de personnes sans condition de revenus. Et que cette dynamique elle-même, qui sont des dynamiques qu'on peut associer à des enjeux de transition écologique et sociale, comme on dit aujourd'hui, bah, elle-même puisse provoquer des opportunités d'activité, d'emploi pour des gens qui n'ont pas forcément, qui ne peuvent pas prétendre à de nouveau niveau de qualification. Et tout cela suppose, tous ces services que ces écopoles rendent, suppose qu'on puisse imaginer des trajectoires économiques ou des modèles économiques nouveaux qui puissent les supporter. Bien évidemment, quand sur un écopole alimentaire, vous jouez sur des enjeux de santé publique, sur l'accès au goût, au plaisir culinaire, que ça crée des emplois, que cela se fait dans une démarche de promotion de l'écologie. Tous ces sujets d'intérêt généraux méritent aujourd'hui d'être embrassés, perçus dans leur ensemble et
moi je suis un fervent militant des modèles économiques qui permettent à un moment donné de reconnaître l'ensemble des services utiles que rendent ce type de projet. Donc c'est l'essentiel de mon travail aujourd'hui, qui est d'arriver à promouvoir des nouvelles formes de modèles économiques qui permettent à ce type de projet de pouvoir perdurer dans le temps. Donc c'est une des choses qui est intéressante par rapport à ce dont on va parler ce soir, c'est à la fois d'être une réponse alternative à l'aide alimentaire, donc quand on se situe plus sur des situations d'urgence, et à la fois de pouvoir d'intégrer tout de suite en fait une vision à plus long terme avec tous les impacts positifs que peuvent avoir la production locale et le fait de pouvoir donner accès à tous à cette alimentation de qualité. Tout à fait, Marjolaine. Alors, moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que on est dans un système où, en fait, avec des modèles et des formes d'organisation économique dominantes qui nous dépossèdent à peu près de tout. Hein. On est dépossédé de tout pouvoir, on a l'impression d'avoir plus de choix dans le rayon, ce qui me paraît être un leurre, puisqu'on a finalement choix entre beaucoup d'offres de produits de faible valeur nutritionnelle, très peu dénués, pas très fortement dénués d'intérêt sur l'éthique de production, les conditions effectivement de production. Aujourd'hui, il faut vraiment être très attentif au fait qu'il commence à y avoir des allégations mensongères sur certains labels qui prétendent aujourd'hui apporter de la qualité écologique alors qu'il n'en est rien. J'attire l'attention de votre auditoire, notamment sur le label HVE, hein, qui est une pure invention marketing des industries agroalimentaires. C'est sûr que dans ce contexte, manger devient quelque chose d'assez difficile finalement. On se retrouve dans une situation confuse, qui croit au fond dans la démarche, et il n'y a pas d'autre solution qu'aujourd'hui de s'impliquer fortement sur le contenu de l'assiette, de se déniaiser, euh, d'arriver à avoir près de soi ou d'assurer les conditions d'un accès à une alimentation produite localement par des gens avec qui nous pouvons, des producteurs avec qui nous pouvons être en altérité, savoir comment ils travaillent, dans quelle démarche ils travaillent, et que bien évidemment tout le monde, si je puis emprunter à cette expression chrétienne, tout le monde puisse être invité au festin. C'est-à-dire que les gens qui ont le plus besoin d'écologie, parce que ce sont les pauvres, les gens qui sont en situation difficile, qui ont le plus besoin d'écologie, et bien que les gens qui sont en situation vulnérable puissent aussi avoir un accès, on parle beaucoup de démocratie alimentaire de nos jours, puissent avoir accès aussi à des produits réputés pour leur qualité. Jusqu'à imaginer aujourd'hui, certains le pensent, qu'il faille aussi développer une sécurité sociale alimentaire, c'est-à-dire que de garantir en fait à ce que chacun, quelle que soit sa condition économique, puisse avoir accès à une alimentation de qualité. Ok. Si des personnes dans la salle trouvent que ce que vous faites est formidable, comment est-ce qu'ils peuvent s'engager et contribuer on va dire, du premier petit pas jusqu'à peut-être un engagement plus conséquent? Moi, je pense que le premier engagement, c'est passer un peu de temps pour savoir sur son territoire ce qui s'y passe d'intéressant. Y a-t-il des AMAP? Il y en a sur la région parisienne. Y a-t-il un jardin de cocagne? Y a-t-il des producteurs locaux qui essayent de s'évertuer dans les marchés de plein vent, de nous proposer des produits de qualité? Peut-être un peu moins en région parisienne, je pense, mais bon. Donc ça, c'est la première démarche, c'est-à-dire engager un peu de temps pour savoir très concrètement comment changer en fait son modèle en fait de consommation. La deuxième idée, c'est effectivement après de fréquenter ces espaces, c'est-à-dire de se procurer les denrées dont on a besoin auprès des entités, des structures, des modèles que je viens de citer.
Aujourd'hui, de plus en plus, on travaille à des moyens. C'est ce qu'on fait, par exemple, nous, dans le Nord. Je ne connais pas encore tout à fait d'exemples similaires sur la région parisienne, mais de voir comment, à un moment donné, l'engagement des consommateurs pourrait donner lieu à des contreparties qui permettraient de pouvoir avoir accès aussi au bien vivre alimentaire proposé par ces structures de production. Donc là, nous, on a imaginé un système avec la MAD, monnaie de notre nature pour de nouveaux échanges. Concrètement, tu viens travailler dans un atelier, on va, je sais pas moi, planter des fruitiers, donc un chantier, et en contrepartie de quoi, tu gagnes de la manne, et avec la manne, tu peux te procurer des produits. Donc Claire, elle est à voilà, inventer tout ça, à aussi avoir une imagination débridée. Je conseille quand même de pas toujours inventer l'eau chaude, hein. C'est-à-dire vraiment une fois qu'on veut se lancer éventuellement pour mettre en place un stratagème comme celui que je viens de citer, j'encourage très fortement à regarder avant ce qui se passe, de s'inspirer de ce qui se passe, regarder, à ne pas voilà, être attentif à ne pas dire ça y est, moi j'ai le Graal, j'ai la solution, etc. Il faut que je l'entreprenne. Ah non, cette solution, elle peut contrevenir à d'autres initiatives qui sont juste à côté. Donc regardez ce qui se passe autour de chez vous et en fonction de ça, eh bien crescendo, consommez avec de plus en plus d'éthique, engagez-vous dans les processus qui permettent de mettre en place de nouveaux systèmes qui permettent de vous assurer en fait un bon accès à des produits de qualité. Moi, je récuse l'idée selon laquelle nécessairement quand c'est bio, c'est cher. Je pense que il y a moyen aussi d'avoir une stratégie alimentaire qui fait que, certes, il y a peut-être des gammes de produits qui sont plus chers. Hein, la viande, certainement, doit être pas mal plus chère. Ben, on pondère la viande, pas qu'il peut devenir végétarien, mais qu'on pondère la viande dans ce cas-là. Mais en gros, les légumes, par exemple, c'est les prix aujourd'hui s'avoisinent presque. C'est la grande distribution, attention, qui organise en fait une espèce de dumping sur les prix du conventionnel par rapport au. Alors, sans vouloir vous effrayer, il faut savoir qu'aujourd'hui, des grands groupes achètent, passent des alliances entre grande distribution et production, achètent, s'accaparent des terres pour en fait tenir l'échiquier de enfin, les terres qui sont en fait le plateau de l'échiquier de notre stratégie alimentaire de demain. Hein, et là, je ne parle pas de Chinois qui viennent acheter des vignobles en Gironde, hein, mais bien de groupes hein, français avec des miels et tous ces gens-là qui aujourd'hui organisent en fait un moyen de pouvoir vous garantir que demain vous allez vous fournir en local grâce au fait qu'ils aient accaparé des terrains à proximité. Et vous imaginez bien que leur modèle culturel ne va pas dans l'intérêt des consommateurs. Parce que si c'était le cas, ça se verrait déjà. Or, depuis des années, en gros, sans vouloir faire mon cop, on nous, Jean-Pierre Coff, on nous fabrique de la merde. Donc, pour arriver à faire en sorte d'avoir une vraie maîtrise de notre système alimentaire, il n'y a pas d'autre solution que déjà de commencer à s'y intéresser et de voir comment, sans être cultivateur, il y a quand même des marges, comment pouvoir s'y impliquer. Et donc, si je souhaite qu'il puisse y avoir quelque chose qui soit retenu de l'intervention que vous m'avez proposé de faire, c'est déjà celle-là, intéressez-vous, soyez curieux, vous voyez bien sur d'autres domaines, hein, ceux qui vous ont réunis et vous ont fait faire face à l'adversité. J'ai une pensée particulière pour ces soignants qui ont été exclus du système. On a tendance effectivement aujourd'hui à avoir des systèmes où il n'y aura qu'une seule tête. Vous voyez comment cette privation de liberté s'installe. Et bien c'est la même chose dans une fonctionnalité à besoin fondamental, crucial. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui sur les enjeux alimentaires. Ok, super, merci. Je ne sais pas si tu veux en parler parce que tu me l'avais mentionné, mais tu m'avais parlé de cocagne nourrit Paris. Je ne sais pas si tu veux. Oui, ça c'est une idée que je partage avec moi-même pour l'instant. J'ai bien nourri Paris. C'est que moi je vois qu'effectivement sur la région parisienne, en Île-de-France, on doit avoir 6, 7 jardins de coquelicots. D'accord?
La réalité sur Paris, c'est que bah, l'éloignement, il y a quand même une atomisation géographique hein, de ces structures qui bien sûr, se voient tous les 2 mois pour discuter ensemble pour faire réseau. Hein. Mais j'introduirais bien l'idée parce qu'il y a des nouveaux projets qui se mettent en œuvre. Hein. Bon, après, je ne suis pas fondé à parler à leur place, mais sur le triangle de Gonesse, il y a un beau projet. À Bessancourt, a priori, il y aurait aussi un beau projet dans lequel vous seriez impliqué. Entre Gonesse et Bessancourt, je me dis qu'il n'y a pas quand même beaucoup de kilomètres. On a des amis sur Chenevière-sur-Marne, donc à l'est de Paris, qui travaillent super, super bien. C'est Valbio Île-de-France, donc je vous recommande, parce que là, vous pouvez avoir des paniers très concrètement de Valbio Île-de-France aujourd'hui. Bref, je ne vais pas faire le tour du cadran, mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, à coup de 5, 7, 10, 15, 20, 30 hectares, il y a peut-être un sujet aujourd'hui de se concerter pour faire en sorte qu'on puisse bah, fournir tout ou partie, en tout cas, il faut toujours commencer par une partie, des besoins alimentaires de la région parisienne. Vous le savez, vous avez 2 ou 3 jours de stock, Mm. paraît-il, dans vos frigos. Mm. Rungis, ça va être vite siphonné Mm. s'il y avait une crise. Et des crises, on n'arrête pas d'avoir des signaux de petits effondrements successifs, jusqu'à temps que la somme des petits effondrements en fasse un gros. Et ça va être toute une histoire, notamment sur le bassin parisien, pour se nourrir. Je ne sais pas combien vous êtes d'habitants, je pense que c'est un peu plus de 10 millions. Hein. J'ai pas de chiffre en tête exact, ouais. Ouais, voilà, un peu plus de 10 millions. Vous avez des terres arables, hein, il n'y a pas de souci en Ile-de-France, mais elles sont tournées elles sont orientées sur une agriculture tournée vers l'export. Hein. C'est pas du jour au lendemain que vous allez commencer à mettre en place des fruitiers, pouvoir en bénéficier, genre. Vous voyez, les modèles d'agriculture nécessitent d'être un peu pensés. L'agriculture, elle est un peu gourmande en capitaux. Donc, concrètement, alors il y a déjà un pays qui a été confronté à ça, c'est Cuba. Hein. Cuba, quand le Comecon s'est retiré de Cuba, c'est-à-dire que le marché économique qui régissait les pays qui gravitant autour de l'Union soviétique, ben, quand l'Union soviétique n'est plus devenue l'Union soviétique, ils ont abandonné du jour au lendemain Cuba. Donc ce pays ne savait faire que de la canne à sucre et du tabac. Donc il a fallu qu'au niveau étatique, ils s'organisent pour arriver à assurer une souveraineté alimentaire à leur population. Bon, ben, à Paris peut se passer la même chose. Si ce n'est que je ne suis pas sûr de la capacité d'entre gens euh, de Paris rapporté à Cuba si les citoyens ne se mêlent pas d'ores et déjà de l'affaire. Parce qu'à Cuba, ben, il y avait quand même un État, entre guillemets, bienveillant qui tout de suite a appris les choses. Bon, si ça arrive en Ile-de-France, ça va encore à côté. Les entreprises immobilières vont donner leur point de vue. La terre, vous n'en serez pas forcément propriétaire. Là-bas, c'était l'État. Donc, à un moment donné, vous ne pouvez pas avoir une espèce de grand frère ou grand machin ou grand système qui tout de suite va assurer, en fait, va créer, en fait, les conditions d'un engrenage rapide pour subvenir à vos besoins alimentaires. Donc, du coup, en région parisienne, c'est vraiment un vrai sujet que de prendre les devants. Mm. Donc, nous, on essaye de participer à prendre notre responsabilité. En fait, j'invite Cocagne à prendre ses responsabilités en lançant une sorte de projet qui pourrait s'appeler Cocagne nourrit Paris ou contribue, vous l'avez bien compris, Mm. de nourrir Paris. Et tous ceux qui pourraient être intéressés par cette question, ben, je pense qu'ils gagnent aujourd'hui à se réunir et dardard de commencer à y travailler. Parce que je pense vraiment sincèrement que les conditions sont là pour mettre en péril nos conditions d'existence. On pense que voilà, cette catastrophe-là peut quand même pas arriver. On s'est toujours plus ou moins rétabli de tout. Ben non, notre monde a déjà eu des crises et c'est pas parce qu'on est en 21e siècle qu'il n'y en aura plus. Et on le voit avec cette adversité qu'on a eue, qui est l'adversité effectivement sanitaire. Alors bien sûr qui a certainement été poussée dans des formes d'exagération et assurément de privation qui n'étaient pas nécessaires. Mais l'adversité climatique, enfin moi pendant l'adversité sanitaire, me tuais à dire que c'était encore rien par rapport à l'adversité climatique aujourd'hui qui nous frappe, qui nous donne des coups de semonce comme cet été. Je vous assure que c'est vraiment une sinécure aujourd'hui de produire. Ça devient très, très, très compliqué de produire
vu ce climat changeant dont nous sommes les victimes actuellement. Donc, plus il y aura de gens qui rentreront dans la compréhension en fait des enjeux, plus on sera résilient sur cette question fondamentale. Parce que si on n'a plus rien à bouffer, je ne vous l'apprends pas, le sort de l'humanité sera rendu quand même passablement compliqué. Ok. Bah écoute, super. Merci. Bah, écoutez, je vous souhaite bonne continuation dans vos débats. On te fera signe.